On va poursuivre tout de suite avec Marc-Arthur Gauthier. Marc-Arthur, je t'invite à me rejoindre sur scène. Et Marc-Arthur va donc nous parler de tourisme, économie collaborative. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Marc-Arthur. Je suis cofondateur d'un think tank qui s'appelle WeShare, qu'on a créé en 2012. Et dans ce think tank et un mouvement international, on s'intéresse à l'économie collaborative. C'est la raison pour laquelle... Alors, est-ce que ça marche ? C'est la raison pour laquelle on a été invité par Sylvia Pinel aux Assises du tourisme, et moi je siège donc dans la commission numéro 8 qui s'appelle « Adapter l'offre aux mutations du secteur », qui aurait pu être sous-titré « Bon les gars, comment on fait pour s'organiser face à Booking ?» Là-bas, il y a des gens qui sont assez passionnants, il y a des tas de profils différents, mais moi je ne suis pas un professionnel du tourisme à proprement parler. Moi ce qui m'intéresse, c'est de penser comment l'innovation, comment le numérique peut apporter des solutions à un tas de secteurs d'activité. Le tourisme étant qu'une possibilité. L'économie collaborative s'attaque à la finance, s'attaque au modèle de production, s'attaque à la mobilité et un tas d'autres choses. Donc j'ai un peu fait Il Calvi, j'ai dit mais de quoi est-ce qu'on parle ? Et vous savez, quand il pose ces questions, il dit « Expliquez-moi comme si j'avais 5 ans ». Et de quel secteur est-ce qu'on parle ? Alors, moi qui suis un novice, j'ai été regarder dans Larousse, tourisme, ce que ça voulait dire. Action de voyager, de visiter un site pour son plaisir. Avant de faire tout ça, j'avais une formation d'historien et j'ai été regarder un petit peu de quoi on parlait, d'où ça vient le tourisme. Est-ce que quelqu'un parmi vous sait quand est apparu le mot tourisme, de quand date le tourisme, d'où est-ce que ça vient ? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas si les gens qui travaillent dans la banque savent l'histoire de la banque. Je vous pose la question. En fait, le tourisme, c'est un mot qui nous vient de l'anglais, qui lui-même vient du français, tour. Et puis il y a le suffixe isme, le isme qui transforme une pensée en doctrine, socialisme, communisme, voire athlétisme. Et donc tourisme. Le tourisme, ça vient du XVIIe siècle. Les Anglais, l'aristocratie anglaise, ce que faisaient les jeunes quand ils avaient mon âge à peu près, peut-être un petit peu plus jeunes, ils partaient faire un grand tour d'Europe, ils quittaient l'Angleterre, ils allaient découvrir les humanités sur le continent, découvrir des nouveaux systèmes politiques pendant à peu près 1 an. Ils allaient la plupart du temps en Italie, c'est pour ça que je vous ai mis l'école d'Athènes, parce que le lien est assez facilement établi. Et ils faisaient aussi leur éducation sexuelle, ils allaient découvrir ça à Venise, ils allaient améliorer leur latin en Italie, puis ensuite ils pouvaient continuer, aller jusqu'en grec, améliorer leur grec, travailler les humanités, et puis enrichis de tout ça, ils rentraient en Angleterre, et puis là, ils devenaient des hommes, des vrais. Dans le même temps, cette pratique commence à être en fait intégrée par d'autres pays, et puis les Français font pareil, les Russes font pareil, les Allemands font pareil, et traversent l'Europe. On aurait pu appeler le tourisme, en fait, le séjourisme, puisque l'invention, par contre, du séjour, du fait d'aller d'un point A à un point B, puis revenir du point B au point A, ça, c'est quelque chose qui apparaît au courant 18e, avec la première station balnéaire en Angleterre qui s'appelle Brighton, et qui est d'abord pensée par des médecins qui disent à leurs patients « Vous êtes mal, allez prendre l'air de la mer », et c'est comme ça qu'apparaissent les premières stations balnéaires. Alors ça se développe, et puis au 19e, la personne qui donne en France ses lettres de noblesse au tourisme, le mot commence à être utilisé dans la langue française à partir du début du 19e, c'est Stendhal, c'est le premier qui utilise le mot à grande échelle, si on peut appeler ça comme ça. Il écrit les mémoires d'un touriste. Alors je vous ai mis son itinéraire. Il part de Vannes, Paris, le Pont du Gard, Grenoble, Chambéry, Genève, Avignon, Marseille, Gênes, Toulon, Nîmes, Montpellier, Bordeaux. Et puis il rentre. C'est pendant ce temps-là qu'il a l'idée d'écrire La Chartreuse. Bref, le tourisme, avant tout, c'est un voyage initiatique. C'est la découverte de soi, la découverte des autres. C'est grandir et puis se lancer dans la vie. Alors, j'en reviens au séjour. En France, fin 19e,
ça commence à se développer. Il y a tous les grands hôtels qui sont construits sur la côte. On retrouve ça début 20e dans l'œuvre de Proust. Ayant appris qu'il y avait à Cabourg un hôtel le plus confortable de toute la côte, j'y suis allé. Depuis que je suis ici, je peux me lever et sortir tous les jours, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 6 ans. Donc, en fait, le grand hôtel dont il parle, c'est celui qu'on retrouve dans La Recherche. C'est Balbec, c'est à Balbec. C'est à Balbec que le narrateur rencontre Albertine, ces jeunes filles qui courent sur la plage. Et puis, voilà. Donc là, c'est une nouvelle invention en fait, du séjour. C'est on part et puis on va faire un tas de choses, notamment rencontrer l'amour. Je continue, hein, je vais très vite. 36, les congés payés. Et là, on passe en fait de quelque chose de très aristocratique à 8 millions de touristes d'un seul coup. 36, c'est 8 millions de personnes qui accèdent aux congés payés d'un seul coup. Qu'est-ce que ça change? Ça change que c'est là où on invente l'industrie touristique, l'industrie de masse. Mais il reste malgré tout une contre-culture. Cette contre-culture, vous avez peut-être lu sur la route, on reste encore tout le long du XXe. Sur ce voyage initiatique, il y a des tas de personnes qui vont vivre en dehors des sentiers battus et aller faire leur tour. En 64, il y a le plan neige. Si vous êtes au courant, le plan neige, c'est le grand programme qui a été pensé pour développer les stations de sport d'hiver en France. Et donc, on construit des grandes barques comme celles que vous voyez ici. Et donc là, on arrive à la rationalisation du tourisme. C'est comment mettre un maximum de personnes dans un endroit le plus condensé possible. Et en fait, le tourisme devient un consommateur tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel que nous le sommes aujourd'hui. Et du plan neige, on arrive au plan pourri. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 15 jours. Moi, je suis parisien. Je prends le RER tous les jours, je prends le métro tous les jours. En plus, j'habite à Boulogne et je vais travailler dans le 19e. Donc, voilà. Et quand on sort de Paris pour aller se ressourcer, comme le narrateur quand il va à Balbec, et qu'on arrive là, je peux vous dire que ce n'est pas forcément très agréable. Et ça, c'est là où on va. Alors, évidemment, c'est caricatural. C'est une photo qui a été prise en Chine, mais c'est la droite ligne dans laquelle on pourrait se diriger. Alors, c'est le moment de faire la révolution. La révolution, si vous le savez, ce n'est pas forcément une rupture. On parle de révolution numérique, on parle de révolution dans le tourisme, on parle de révolution un peu partout. Par révolution, la plupart du temps, les gens entendent coupure, rupture, changement. Scientifiquement, physiquement parlant, une révolution, c'est un retour. D'ailleurs, c'est un peu la vision de la Révolution française. La révolution, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est un retour à quelque chose, à une forme de démocratie où le peuple a sa place. Et cette révolution, elle est en marche. Elle s'appelle l'économie collaborative. À l'intérieur de l'économie collaborative, il y a un sous-segment. Je ne vous fais pas tout le déroulé, mais un sous-segment qu'on appelle la consommation collaborative. Et justement, il se trouve qu'un Français sur deux est adepte de la consommation collaborative. Qu'est-ce qu'on entend par consommation collaborative? On entend la capacité des gens à créer des interactions entre eux, à s'organiser pour se délivrer de la valeur. Dans le cadre du tourisme, c'est un tas de pratiques que je vous présente assez rapidement juste après. Le deuxième point, c'est le fait de faire prévaloir l'accès sur la propriété. Autrement dit, c'est Rifkin qui écrivait ça en 2010, il disait « Bientôt, votre statut social ne sera plus défini parce que vous possédez, mais par la valeur d'usage de ce que vous pouvez avoir. » Autrement dit, ce qui va faire votre statut social, ce n'est pas tant de posséder une Ferrari, c'est de pouvoir l'utiliser quand vous en avez besoin. Et ça, c'est une réflexion qui pousse toutes les économies à penser la valeur d'usage et non plus la valeur de propriété. Dans le tourisme, c'est très présent. On a passé les 10 dernières années à inventer de nouveaux modèles d'innovation, de collaboration sur le web. Les 10 prochaines années vont consister à transposer ces leçons au monde réel. Chris Anderson, c'est lui qui a inventé notamment le concept de long train, qui est si cher à Amazon, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Maker, que je vous recommande. De quoi est-ce qu'il parle là, en fait? Depuis 10 ans, depuis 20 ans, c'est ça, puisqu'on fête les 20 ans d'Internet, on a imaginé un tas de trucs pour mettre les gens en relation, un tas de trucs pour pouvoir être en contact avec le reste du monde. Mais la réalité, c'est qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager des choses dans la vraie vie. C'est le métier du tourisme. Et ça, quoi qu'il arrive, on ne partira jamais en vacances sur Internet. Enfin, j'espère. Je l'espère pour vous aussi.
Donc comment est-ce que tous les usages qu'on développe aujourd'hui, on peut les passer dans le monde réel, ces usages de rencontre, ces usages de collaboration, comment est-ce qu'on peut les transposer dans le monde réel? Ça, c'est une petite slide des services collaboratifs. Hier soir, on a beaucoup parlé segmentation, on a parlé de vertical. Voilà un petit peu tous les services un certain nombre de services que vous pouvez découvrir dans l'univers de la consommation collaborative. Tous ne sont pas touristiques, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, Le Bon Coin, c'est le site le plus visité de France, après Google, après Facebook. Et là-dedans, il y a des tas de verticales qui ont été saisies par des entrepreneurs pour réorganiser des secteurs où la notion d'échange, de partage, d'interaction entre particuliers est essentielle. Évidemment, là-dedans, il y a un tas de services que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si vous connaissez Lyft, par exemple, c'est du covoiturage dynamique, ou du taxi entre particuliers, si vous préférez. Alors, les facteurs de développement de tous ces usages, ils sont financiers, ils sont sociaux, ils sont écologiques, et puis il y a Internet au milieu. Une question qu'on pose souvent, c'est est-ce que c'est une économie de crise? Autrement dit, est-ce que si 2008 n'avait pas eu lieu, si la crise n'avait pas eu lieu, est-ce que tous ces usages auraient pu exister? La réponse, alors évidemment, elle reste à démontrer, mais enfin, c'est ma vision, c'est que la crise, c'est juste un catalyseur, c'est un accélérateur, mais en rien, ça va contre le sens de l'histoire. En rien, on pourrait dire qu'en dehors de cette situation de crise économique, ces usages ne se seraient pas développés. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande du public, il y a une demande des gens en tant qu'individus, en tant que particuliers, en tant qu'êtres humains, de remettre un peu d'humain dans toutes nos expériences du quotidien, dans nos expériences commerciales, dans nos expériences d'achat, dans nos expériences de rencontres, dans toutes ces choses qui sont de plus en plus automatisées pour gagner en efficience, mais en même temps de plus en plus déshumanisées, ce qui tend à faire de nous juste de simples produits, de simples consommateurs, et à un petit peu tuer notre humanité en tant qu'être humain dans notre vie de tous les jours. Alors, je vous parle d'exemples très concrets. Le covoiturage, aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions de voyageurs par mois en Europe. Cette slide, elle est presque un petit peu vieille. Je pense qu'on est à 3,5 aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi. Blablacar, ils ont ouvert la Russie il y a 3 mois. Autrement dit, c'est le premier réseau de transport d'Europe. Loin devant la SNCF, loin devant Air France, loin devant tout ce que vous voulez. C'est l'entreprise qui transporte le plus de voyageurs chaque jour en Europe. Et c'est quoi sa particularité? Sa particularité, c'est que le service est créé par les utilisateurs, par la communauté, et il est consommé par les utilisateurs, par la communauté. Et au milieu, il y a une plateforme. Cette plateforme, elle sert à faciliter cette mise en relation entre ces gens. Le premier concurrent aujourd'hui de la SNCF, quand vous posez la question à Guillaume Pépi, il ne vous dira pas c'est tous les nouveaux entrants là, qui arrivent avec la libéralisation du train. Son premier concurrent, c'est Blablacar. Drivey, si vous ne connaissez pas, la location de voitures entre particuliers. Aujourd'hui, sur Drivey, il doit y avoir à peu près 20 000 ou 30 000 offres de gens qui, comme vous et moi, possèdent une voiture. Une voiture, elle est à l'arrêt 98% du temps. 98% du temps, elle pourrait servir à quelqu'un d'autre. Et si elle sert à quelqu'un d'autre, 1, elle peut me rapporter de l'argent. 2, ce quelqu'un d'autre, il n'a pas besoin d'en acheter. Et donc là, on arrive sur des logiques qui sont assez efficientes et qui viennent repenser toute l'industrie automobile, mais aussi toute la mobilité des gens et des individus. Où va-t-on et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Quand moi, je loue une voiture sur Drivey, ça me coûte entre 20 et 40 euros par jour, à peu près 50%, voire 80% de moins que sur Avis, par exemple. Et en plus, j'ai une expérience. Cette expérience, c'est quoi? C'est d'aller rencontrer quelqu'un qui connaît le coin, qui connaît la région, qui va me dire « Tu prends soin de ma voiture, s'il te plaît ?» Et puis, je vais lui dire d'après toi, qu'est-ce que je pourrais aller visiter dans le coin quand j'arrive à Nice, par exemple? Il me dit tiens, tu devrais aller te balader par là, voir les gorges du Verdon. Si tu as 2-3 jours, tu peux remonter un petit peu dans le Var, etc. Bref, mon locataire sur Drivey, c'est mon office du tourisme perso. C'est quelqu'un qui va me donner des conseils, et ces conseils ils sont excellents parce que c'est quelqu'un qui habite sur place, qui est passionné par ce qu'il fait, qui est hyper attentif à l'expérience, parce que s'il le fait, ce n'est pas simplement pour gagner de l'argent, c'est aussi pour rencontrer. C'est toute une expérience qui est très forte, qui est très puissante, et qui est beaucoup moins froide que celle d'Avis, si vous êtes déjà allé chez Avis. Et plus flexible, j'ajoute, parce que finalement, c'est quelqu'un qu'on peut contacter à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors, il y a des tas de nouveaux services qui arrivent. Le car sharing à l'aéroport,
Flight Car, Travel Car vous permet de laisser votre voiture à l'aéroport quand vous partez en vacances, puisque ça va vous coûter normalement assez cher. Pour l'avoir fait la semaine dernière, j'en ai eu pour 60 € de parking à Orly. Je suis parti en Espagne. Bon, le temps que je passe en Espagne, j'aurais pu mettre ma voiture à louer à un touriste qui venait à Paris qui avait besoin d'une voiture. Vous voyez le rapport d'un seul coup. C'est du temps optimisé, c'est de l'argent optimisé sur des usages toujours entre particuliers. Et il y a des gens qui l'ont bien compris, puisqu'EasyJet a lancé son service EasyCar Club il y a 3 semaines, il y a un mois à peu près, 3 semaines, qui propose exactement le même service. Alors des services un petit peu moins connus, ou en tout cas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le camping. Le camping vous permet d'aller planter votre tente dans le jardin de quelqu'un d'autre, faire du camping chez l'habitant, autrement dit. La location de camping-car entre particuliers. C'est bête, hein, mais un camping-car, ça coûte cher. Et il n'y avait pas de service jusqu'à présent qui vous proposait de louer un camping-car. Donc, quelqu'un qui a eu cette idée-là, parce qu'un camping-car, il sert en moyenne 2 mois par an. Pour le coup, il y a un taux d'utilisation qui est très important, mais tout le reste du temps, il est au garage et ça vous coûte des sous. Or, vous pouvez le laisser à quelqu'un qui va en prendre soin et qui va partir sur les routes lui aussi. Alors, il y a la bourse aux équipiers que vous connaissez probablement. Il y a le woofing, ça c'est une forme de tourisme qui vous permet d'aller directement travailler dans les champs, travailler dans les fermes. C'est une expérience assez intéressante. Pour ma part, je ne l'ai pas fait, mais mon ex-colocataire le faisait quasiment 2 fois par an et elle adorait ça. L'échange de maisons que vous connaissez probablement, qui est vraiment facilité par ces plateformes. C'est fini ? Non. Et alors ça, cette carte, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette slide, mais pour vous montrer qu'on parle d'une tendance de fond, si vous avez remarqué, c'est la Seine et c'est Paris. Ce que vous venez de voir, c'est le développement d'Airbnb à Paris en 4 ans. Je n'ai pas la slide 2013, on est début 2014. Mais en fait, l'offre de logement entre particuliers, elle est incroyablement puissante. Il y a quelque chose qui est derrière qui est assez intéressant de voir, c'est que là, on est au cœur de l'expérience. Moi, la semaine dernière, j'étais à Cadiz, je suis allé au festival de Cadiz, j'ai fait de l'Airbnb, j'ai rencontré Carlos qui m'a donné tous les bons plans pour aller voir le carnaval en me disant, tu sais, tu devrais aller là plutôt que là, tu devrais aller à tel endroit. Tu devrais te lever dimanche, il me dit tu devrais te lever tôt. Si tu arrives à te lever tôt avant 13h30, tu devrais aller c'est un espagnol. Tu devrais aller voir ça parce qu'il y a des concerts, etc. Bref, c'est de nouveau Carlos, ma petite office de tourisme perso. Et puis à la fin, Carlos, il a laissé un petit commentaire sur la plateforme et on s'est super bien entendu. Alors, on s'est très bien entendu. Donc, des services comme Airbnb, vous en connaissez. Et alors, c'est Bédicassa, Séjourny, vous en avez peut-être entendu parler. Et puis là, il y a Mr. BNB. Ça, c'est intéressant parce que c'est une verticale dans la verticale. C'est donc de l'Airbnb pour gays. 2 choses qui sont vraiment, vraiment rigolotes, c'est que ça cartonne, première chose. C'est le fondateur de Séjourny qui a lancé ça. Deuxième chose, ça correspond à un besoin, le besoin des gays, puisque c'est une communauté qui est très soudée, on va dire. C'était peut-être pas le mot que j'aurais dû employer. Non, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, 10% de leurs utilisateurs sont des femmes. Et en fait, c'est des femmes qui cherchent justement à être en sécurité en faisant du entre particuliers. Et une des solutions qu'elles ont trouvées, c'est de s'adresser à la communauté gay, comme ça, au moins, elles sont sûres de ne pas avoir de problème. Mais c'est assez rigolo de voir le cheminement logique qui les amène à faire ça. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà fait du couchsurfing. Moi, j'en ai fait pas mal. Et j'en ai même fait... Je vais arriver à ma conclusion. J'en ai même fait en cadre professionnel. L'année dernière, j'ai fait le Tour de France. Pour l'organisation d'un événement, je suis allé rencontrer des gens dans toute la France. Je faisais du couchsurfing. Pourquoi ? Première chose, ça ne me coûtait pas très cher. Évidemment, ça ne me coûtait rien. Deuxième chose, parce que ça m'éclate. Vraiment, ça m'éclate de rencontrer des gens. Ça m'éclate d'aller une nuit tout seul à l'hôtel à l'Ibis. Enfin, c'est à se pendre, quoi. Excusez-moi de le dire, mais c'est à se pendre. Alors que faire du couchsurfing, vous arrivez, il y a quelqu'un qui vous ne savez pas qui c'est, il ne sait pas qui vous êtes, mais ce n'est pas très gênant. Vous avez une soirée à tuer avant un rendez-vous le lendemain ou après un rendez-vous. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment top. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, je pense que la notion de touriste, elle est en train d'évoluer. Votre bureau, mon bureau, c'est mon portable. Avec un téléphone portable,
je suis au boulot. Donc je suis au boulot partout, toute la journée, jusqu'au moment où je ferme les yeux dans mon lit, je suis au bureau. Je suis un travailleur indépendant. Et donc, la notion de touriste et la notion de travailleur, elle tend à complètement s'amenuire. Et je peux être un touriste le matin, et je peux être un travailleur de passage l'après-midi, et je peux être au bureau à Nice, à Paris, à Madrid ou à Barcelone, ça ne change strictement rien pour moi. Pour ça, il y a des espaces qu'on appelle des espaces de coworking qui sont en plein développement dans le monde entier. Il y en a 4000 aujourd'hui dans le monde, il y en a 64 en France, ce qu'on appelle des tiers-lieux. Et un tiers-lieu, ça sert à quoi? Ça sert à aller bosser. Quand vous êtes dans un endroit, c'est pour les travailleurs indépendants, et c'est un endroit qui vous sert à aller bosser quand vous avez besoin d'un endroit calme avec toutes les infrastructures dont vous pouvez avoir besoin. Bref, c'est un Starbucks en mieux. J'aime pas beaucoup Starbucks, je dois vous l'avouer. Je crois que c'est vraiment essentiel pour une destination touristique d'avoir des espaces de coworking, d'avoir des endroits où quelqu'un peut bosser. Je ne sais pas si vous regardez autour de vous, si vous arrivez vraiment à, on en parlera après, mais à descotcher pendant les vacances, à cesser de bosser, à cesser de regarder vos mails, etc. Peut-être pas. Et peut-être que le meilleur moment, c'est de faire la part des choses en séparant à l'intérieur de votre destination un espace de travail qui peut être un espace de coworking et vos activités touristiques habituelles. Je termine là-dessus. Gilles Babinet, qui est le représentant de la France à la Commission européenne, a écrit un bouquin récemment. Et dans une interview que je lisais, il disait « Ceux qui ne s'engagent pas dans les modèles ouverts et collaboratifs sont très mal placés pour la bataille du numérique. » C'est une réflexion que je vous invite à porter dans votre secteur en tant que prestataire ou en tant que voyagiste. Je vous remercie beaucoup. Voilà.